va passer directement à nos questions. Professeur, vous êtes, c'est vrai, africain, vous êtes ouest-africain, mais vous êtes également issu d'un État, le Niger, qui fait partie de l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, si je vous demandais votre appréciation, parce que l'AES a été créée en septembre 2023, si je m'amuse, quelle appréciation avez-vous de l'Alliance des États du Sahel depuis sa création jusqu'à aujourd'hui? Bien, s'il faut s'inscrire dans une perspective historique, il faut rappeler que l'AES est une alternative, ou du moins une réponse aux multiples échecs encaissés et constatés dans les États de l'espace CEDEAO, qui, selon vraisemblablement les plus grands experts, l'AES serait là pour reprendre les flambeaux là où la CEDEAO a échoué, c'est-à-dire des questions d'intégration sous-régionale, des questions économiques, des questions politiques, mais aussi et surtout des questions sécuritaires. À sa création, l'AES avait véritablement fait nourrir beaucoup d'espoir que nous serons bientôt dans une sorte de nouvelle dynamique politique qui va nous permettre justement d'avoir une intégration économique plus ou moins réussie, d'avoir un cadre, n'est-ce pas, sécuritaire plus ou moins efficace, de fédérer les gens autour d'un idéal politique africain, souverain, panafricaniste. Mais s'il faut aller vers le bilan réel de ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, nous devrons rappeler fondamentalement que nous sommes arrivés à un niveau aujourd'hui où nous nous retrouvons devant un fait têtu. Et c'est quoi ce fait têtu? C'est que la collaboration avec les autres États membres de la CEDEAO que nous avons quittés s'avère plus que important et j'allais dire même obligatoire. Donc l'AES, à mon humble avis, représenterait simplement plus ou moins une sorte de conception politique basée beaucoup plus sur, n'est-ce pas, des questions de souveraineté, ou du moins de défense contre justement une des organisations sous-régionales qui cherchent véritablement à faire asseoir dans nos États une sorte d'hégémonie de certains États que nous avons toujours qualifiés d'impérialistes. Donc c'est un regret d'avoir quitté la CEDEAO de cette manière. Je ne dirais pas, et absolument, s'il faut aller dans cette logique-là, moi je pense très bien que ces États de l'AES n'ont pas quitté la CEDEAO parce que tout simplement, ils ont voulu. Mais c'est parce qu'ils ont été forcés de quitter cette organisation qu'il faut le rappeler, au lendemain du coup d'État du 26 juillet au Niger, avait véritablement cherché à organiser une sorte d'invasion de l'État du Niger. Et militairement, et envahir un État, faire la guerre à un État. Et cela est une honte à l'image, j'allais dire, de l'Afrique, parce que tout simplement, lorsque les Africains eux-mêmes s'engagent à tuer leurs propres frères, ça sort carrément du cadre de l'ordinaire, ça devient à la limite une sorte de chose plus ou moins, d'un rêve plus ou moins utopique, un rêve en couleur, comme on a l'habitude de le dire. Donc cela est une manifestation réelle, parce qu'il faut rappeler que la CEDEAO, depuis sa création en 1975, à la date d'aujourd'hui, n'a pas véritablement fait des réalisations concrètes qui peuvent permettre ou obliger les Sahéliens à croire que nous sommes des organisations véritablement et résolument engagées pour l'émancipation, le développement et la souveraineté de ces États. Il y a certains, c'est vrai, il y a certains qui pensent que la CEDEAO est une entité propre au chef d'État, mais qui n'implique pas toutes les populations vivant dans ces zones-là. Et que donc que les Africains, en tout cas les Ouest-Africains, voudraient plus un mélange entre les peuples, mais on a l'impression que ça se passe au-dessus avec certains chefs d'État donc qui prennent des décisions qui n'engagent pas peut-être toutes les populations ouest-africaines. Ça, on est d'accord. Mais je vous pose la question, est-ce que finalement le principal problème entre ces États de l'AES et la CEDEAO, ce n'est pas l'accession, la manière dont, en tout cas, ces régimes-là ont accédé au pouvoir, parce que c'est des régimes qui ont accédé au pouvoir par des coups d'État, et c'est une forme donc d'accession au pouvoir qui est bannie par la CEDEAO.
Oui. Est-ce que ça ne pose pas problème quant à l'appartenance de ces pays-là Vous savez, il faut qu'on se dise l'état de vérité comme on a l'habitude de le dire. Nous, notre particularité, c'est-à-dire les États du Sahel, on était plus ou moins plongés dans une cartographie sécuritaire extrêmement tendue qui avait eu une influence directe sur la gouvernance politique. Et la question sécuritaire est devenue une matrice essentielle qui agit sur l'appareil d'État. Donc, du coup, la succession des coups d'État dans les espaces sahéliens sont intimement liés aux questions sécuritaires. Parce que lorsque un État n'arrive pas véritablement à assurer ou à